Avant que je ne prenne sa main, la bête femme extraterrestre avait été fouettée pour désobéissance. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez cet article. Avec une férocité implacable, les jumeaux de Xios martelaient le terrain ruscolé, rendant l'air si chaud qu'il scintillait en vagues au-dessus des rues de terre battues de l'avant-poste. C'était un endroit à la périphérie cosmique où les cartes s'étaient effacées. Un sanctuaire pour ceux qui préféraient l'obscurité à l'illumination de la loi civilisée, avec son marché central animé orchestrant une cacophonie d'opportunités et de désespoir. Une douzaine de langues, se mêlant de manière incohérente, négociaient, menaçaient et tramaient, tandis que l'air était lourd de poussière rouge et des odeurs de transpiration extraterrestre d'électronique brûlée et d'épices exotiques. 2 personnes dérivaient à travers le tourbillon de l'humanité et des extraterrestres. L'une marchait calmement et avec préparation, tandis que l'autre exhibait la vitalité agitée d'un animal hors de son élément. Non pas par peur, mais avec le jugement aguerri d'un homme qui savait que le danger pouvait venir de n'importe où, Ezra gardait la tête inclinée, ses yeux scrutant la foule. À côté de lui, un Jari nommé Cal tressaillit. Alors qu'il agitait nerveusement les bras au-dessus de sa tête, ses avant-bras ajustaient continuellement la tablette de données qu'il serrait contre sa poitrine. Sans essayer de dissimuler son malaise à son commandant, l'intellect rationnel de Jar se dérobait devant le chaos organique imprévisible de Xios, malgré sa familiarité avec les certitudes froides des cartes d'astrogation et des diagnostics de moteur. « Je pense que tu te trompes, Ezra. » Un léger bourdonnement presque noyé par le vacarme autour de Cale, alors qu'il grognait. Il serait imprudent de faire affaire avec un marchand nommé Scrapjack dans un endroit qui ressemble au cendrier oublié de la galaxie. Il semble excessivement imprudent de mettre notre vaisseau et nos vies en jeu pour une transaction dans une ruelle, même si les injecteurs d'hypercoulant dont nous avons besoin sont cruciaux. Malgré un groupe de vendeurs de reptiles massifs et un stand vendant de la chair qui semblait trembler sur des brochettes, Ezra poursuivit son chemin, joyeusement ses bottes en cuir usé, soulevant de petits nuages de poussière rouge. La gravité de leur position était plus que ce que même son copilote pragmatique aurait pu imaginer, alors il avait écouté les inquiétudes de Cale, les avait prises en compte et avait avancé néanmoins. Le Stardust Drifter avait subi plus que des dommages superficiels lors de sa rencontre la plus récente avec une patrouille de l'autorité de la bordure extérieure. Leur prochain saut pourrait être le dernier, les conduisant à un mausolée glacé et silencieux dans l'espace entre les systèmes si Scrapjack n'avait pas fourni les injecteurs particuliers qu'elle avait promis. L'expérience d'Ezra dans l'armée avait aiguisé sa capacité à différencier un pari intelligent d'une poursuite insensée, mais à mesure qu'il s'enfonçait davantage dans le marché, il réalisa que prendre des risques que d'autres jugeraient fous était souvent nécessaire pour survivre. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils finiraient par passer devant la scène des enchères, le point focal sombre du marché. Assis sur une plateforme surélevée faite de plaques de métal récupérées, une foule d'acheteurs potentiels affichait des émotions allant de la désapprobation glaciale à la cupidité manifeste. Les êtres étaient échangés comme du bétail sur le marché, leur valeur quantifiée en crédit et leur destin décidé d'un coup de marteau, tout cela sous les yeux des jumeaux. Le plan depuis le début était qu'Ezra l'ignore. Il était fixé sur le point de rendez-vous avec Scrapjack, mais il était involontairement attiré par le changement inattendu dans le comportement de la foule, un murmure partagé de curiosité. La bête d'homme qui était le commissaire-priseur exhibait sa dernière acquisition. Sa voix était profonde et sa peau était grasse. La bête femme, qui était une félinoïde, avait une fourrure qui ressemblait à de la neige fraîche, mais elle était enchevêtrée de saleté et de boue. Elle s'agenouilla sur la plateforme, ses poignets liés à un énorme anneau de fer fixé au sol. Elle semblait néanmoins défier sa situation par sa posture. Même si son menton était baissé, il n'était pas rentré en signe de reddition. Son dos était droit. La distinction subtile qui frappa Ezra comme un coup physique
était la posture obstinée d'un guerrier contraint de s'agenouiller, mais refusant d'être brisé. La foule hargneuse manqua cette subtilité. Sur sa fourrure blanche, il pouvait distinguer les lignes subtiles et argentées des cicatrices qui étaient là depuis longtemps, et sur ses bras et son dos, il pouvait voir le rouge vif et furieux des blessures infligées plus récemment, des cicatrices qui racontaient une punition sévère. Un torrent graisseux de superlatifs, destiné à enflammer les désirs des enchérisseurs, le commissaire-priseur, était au milieu de sa présentation de vente. Témoin de la puissance et de la férocité du système des criminels soumis pour votre bénéfice. Une dévotion qui ne faiblit jamais des capacités de garde supérieures et une obéissance entraînée à la perfection. L'homme bourru et méprisant, qui se tenait derrière elle et était manifestement le maître de Q, tira violemment sur la chaîne dans une tentative de la faire se rétracter en soumission. Dans un moment de colère non filtrée autant que de terreur, la félinienne trébucha, mais retrouva son équilibre, ses oreilles félines expressives se plaquant contre son crâne. Dans un cadre conçu pour mettre fin à de telles choses, même le plus petit geste de résistance, un éclat de rébellion était suffisant. Le manipulateur, voyant sa défiance silencieuse comme une menace à son autorité, se retourna et la frappa au visage avec le pommeau de son fouet énergétique. Le bruit écœurant de l'arme frappant l'os envoya des frissons dans le dos des spectateurs qui laissèrent échapper un soupir mêlant un intérêt morbide et une faible sympathie. Le silence de la bête femme était plus terrifiant que n'importe quel cri alors que son corps absorbait le coup horrible. Sa joue était marquée par une seule larme qui traçait silencieusement un chemin à travers la saleté et la crasse. Un seul diamant enfermé dans un masque de force inébranlable. Au lieu de continuer à pied, Ezra se figea. C'était comme si ses bottes s'étaient soudainement collées au sol poussiéreux. C'était un instinct plus qu'un choix délibéré. Alors que le tumulte du marché s'éteignait en un faible grondement, le monde se réduisit à la vue de la femme agenouillée et de la seule larme qui trahissait son énergie inextinguible. C'était un regard qu'il avait déjà vu à maintes reprises dans les yeux des soldats tombés dans la détermination des camarades de combat face à des obstacles insurmontables et dans ses moments les plus sombres, alors qu'il contemplait son propre reflet dans un écran de cockpit brisé après qu'une mission se soit mal déroulée. C'était l'expression d'un esprit qui avait été poussé à ses limites et avait décidé de riposter, même si cela signifiait rester silencieusement résolu. Dans un murmure paniqué, Cale tira la manche de son capitaine en remarquant son silence abrupt. « Non, Ezra. Oublie-le complètement. Notre bataille a déjà commencé. Notre objectif est clair. Gardez à l'esprit les injecteurs et le vagabond. Quand nous nous laissons entraîner là-dedans, nous finissons par n'avoir rien. » Contrairement au feu glacé et transparent qui commençait à s'enflammer dans le ventre d'Ezra, les remarques de Cale n'étaient que du bruit de fond. Il avait tenté d'enterrer une partie de lui-même après avoir quitté l'armée, mais la brutalité insouciante de l'acte et sa détermination inébranlable l'avaient enflammé. Il ne pouvait plus rester là à laisser les puissants s'attaquer au sans-défense. Avec des mouvements déterminés et dirigés, Ezra s'éloigna de leur itinéraire et commença à se frayer un chemin à travers la foule en direction de la plateforme de l'enchère, ignorant les protestations de plus en plus frénétiques de Cale. Pas du tout. Il lui manquait les crédits nécessaires pour cela. Il avait juste assez d'argent sur son compte de Datapad pour payer le coût ridicule de Scrapjack et peut-être un synthé bon marché après. C'était une catastrophe coûteuse d'essayer de gagner un Félinian aussi rare. Pourtant, lorsqu'il réussit à passer la première rangée de spectateurs, il tomba sur un autre enchérisseur sérieux, un Zorgon massif, dont la peau épaisse et écailleuse et les vêtements coûteux trahissaient un individu puissant et riche. Vorlag, le nom du Zorgon, fixait Bianca avec des yeux de reptile qui trahissaient une possessivité et une obsession troublantes dépassant celle d'un esclave ordinaire à la recherche d'un nouveau garde. Vorlag a commencé avec une grosse enchère et un large sourire s'étira sur le visage du commissaire-priseur. Avec une réponse rapide, Ezra augmenta son enchère, sa voix s'élevant au-dessus des murmures des spectateurs.
En regardant autour de lui, les spectateurs furent surpris par l'audace de celui qui osait défier le Zorgon. Vorlel a furieusement augmenté la mise et lui a lancé un regard de mépris furieux. Une guerre d'enchères intense et rapide éclata, faisant grimper le prix dans la stratosphère. Avec une expression de surprise effrayée sur le visage, Cale semblait comme si ses 4 bras étaient sur le point de se paralyser simultanément. Alors qu'Ezra faisait chaque enchère, il pouvait sentir la vitalité de l'opération diminuer et la possibilité de réparer le drifter s'évanouir. Il avait quitté le domaine de la prise de risques stratégiques. Il risquait leur avenir pour le bien de ses croyances personnelles. Il fit une dernière proclamation imprudente, criant un chiffre qui épuisait complètement son compte. La cour des enchères fut remplie d'un silence surpris. L'expression de Vorlag se tordit en un rictus alors qu'il exprimait sa colère et son choc. Avec des yeux écarquillés remplis à la fois de surprise et de joie, le commissaire-priseur se figea un instant avant de frapper le podium avec son maillet, vendu à la personne qui avait plus de crédit que de bon sens. Le silence abrupt résonnait de la finalité du son. Toute la foule fixait Ezra alors qu'il se dirigeait vers la scène, et il laissa enfin échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Pressé de conclure l'affaire, le manipulateur tira Bianca en avant par les chaînes et les détacha maladroitement du sol. Ses genoux heurtèrent les plaques métalliques alors qu'elle vacillait, et elle se prépara instinctivement à ce qui semblait être une attaque imminente. Toute sa vie l'avait préparée à endurer l'angoisse qui accompagnait inévitablement un changement de propriétaire. Mais il n'y a jamais eu de coup. Cependant, son regard se leva pour observer la silhouette qui se tenait au-dessus d'elle, son ombre servant à la protéger des rayons intenses du soleil. Silencieusement, il la regarda avant de détourner son attention vers le dresseur, ses yeux s'assombrissant d'une colère protectrice qui semblait presque palpable. Une menace silencieuse et indéniable de mort a poussé le gars sauvage à reculer instinctivement. Ezra retira soigneusement sa veste en cuir usé qui offrait un peu de réconfort et la plaça sur ses épaules tremblantes. Alors qu'elle s'accrochait à l'odeur de saleté et de terreur, le tissu était chaud de son corps et empestait l'huile de moteur avec une touche d'air recyclé propre. Elle n'avait jamais vu une telle intensité brute et choquante dans les yeux d'un homme auparavant lorsqu'il s'est agenouillé et s'est mis à sa hauteur, son regard dépourvu de désir et de haine. Parlant d'une voix basse et dure, il dit « Tu es libre maintenant, spécifiquement pour elle. Tu es à moi. » Les mots étaient une dichotomie contradictoire et horrifiante. Bien qu'elle soit libre, elle était toujours à lui. Des années de stress lui avaient brisé la tête et elle ne pouvait pas comprendre les 2 idées. Elle a réagi de manière défensive lorsqu'il a tendu la main pour la toucher, mais ses actions étaient mesurées et prudentes. Un sentiment qu'elle ne pouvait pas identifier scintillait dans son regard inébranlable et elle le voyait comme le début d'un changement dans son expression. Elle leva sa petite main marquée de cicatrices avec une certaine hésitation avant de la placer dans sa grande main calleuse. Pour la première fois dans ce qui semblait être une éternité, sa prise était solide et stable. Un tourbillon de sensations exacerbées et de terreur réprimée caractérisait le voyage de retour de la scène de l'enchère à la baie d'atterrissage où le Stardust Drifter attendait patiemment. Le marché déjà dangereux est devenu un défilé encore plus sombre à mesure que la tension montait. Alors qu'ils avançaient, Ezra tenait fermement la main de Bianca, créant une étreinte qui n'était ni agressive ni possessive, mais qui offrait une influence stabilisante au milieu de la cacophonie des extraterrestres et du bruit de fond. Sa veste en cuir usé se drapait comme un étrange linceul sur les épaules de Bianca, alors qu'elle le suivait, ses yeux brillants, scrutant la zone à la recherche de danger avec la vigilance naturelle d'un chasseur. À l'arrière se tenait Carl, dont les 4 bras agités formaient une symphonie d'inquiétude, alors qu'il murmurait une rafale interminable de calculs apocalyptiques et de prophéties désastreuses dans son unité composée ostensiblement pour lui-même, mais suffisamment fort pour qu'Ezra puisse discerner chaque mot.
Il était difficile pour l'intellect rationnel du Jari de comprendre la folie de ce que faisait son leader. Après être arrivé sur XYOS avec un objectif clé en tête, il partait maintenant sans les injecteurs d'hypercoulant nécessaires, sans crédit et sans une créature sentiente qu'ils avaient acquise, qui les avait transformés en un adversaire redoutable en l'espace d'une heure. Il avait l'impression d'être observé par un chasseur de primes à chaque regard haineux de la foule, et le spectre du Zorgon Vorlag planait sur lui comme un présage de leur destin imminent. Ezra ne prêta aucune attention aux poux agités de Cal. Il se concentra intensément sur le travail à accomplir. Leur évasion de ce monde poussiéreux doit être accomplie avant que la colère de Vorlag ne puisse être canalisée en un barrage routier ou une charge explosive sur leur train d'atterrissage. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, il semblait avancer de manière agressive, créant une barrière impénétrable entre la femme qu'il protégeait et le monde cruel à l'extérieur. Une nouvelle forme d'anxiété remplaça l'atmosphère désagréable de Xios une fois qu'ils entrèrent dans les confins métalliques familiers du Stardust Drifter. Le silence profond et assourdissant d'une écoutille. Avec la rampe se fermant dans un sifflement, Ezra lâcha la main de Bianca juste au moment où la soute principale était plongée dans la lumière sombre et glaciale de l'éclairage auxiliaire du vaisseau. Les trois restèrent immobiles pendant une fraction de seconde alors que la réalité de la situation s'installait. Le chou frisé s'est enfui le premier. Sa voix est passée d'un murmure paniqué à une diatribe furieuse. « Es-tu fou, Ezra? Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Nous sommes détruits. » Notre dernier crédit restant était celui-là. Les sommes nécessaires pour les injecteurs des 3 systèmes suivant le carburant et les frais de stationnement. Tu as pris une mauvaise décision. Sur un coup de tête, tu as brûlé tout notre budget opérationnel. Aussi, pourquoi chaque mercenaire de cette planète au monde centraux pour avoir l'énorme cible que tu as peinte dans notre dos? C'est une insulte que Zorgon n'oubliera jamais. Bianca s'est précipitée loin du point focal de la pièce alors que son corps se contorsionnait dans une posture défensive en réponse aux cris. S'immergeant dans les recoins les plus sombres de la soute, elle découvrit un endroit sûr, derrière une pile de conteneurs verrouillés et de tuyaux de refroidissement, et elle avança avec une grâce silencieuse. Dans un effort pour se réduire au maximum, elle se laissa tomber au sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine et les entourant de ses bras. Sa nouvelle cage lui donnait l'impression d'être un fantôme et le chaos et la peur dans sa tête la faisaient se sentir encore plus piégée. Dans son esprit, les notions de libre et à moi résonnaient en opposition, créant une dichotomie douloureuse qu'elle était incapable de comprendre. L'idée de liberté lui était étrangère. Elle ne l'avait jamais expérimentée auparavant. Mais mon nom avait toujours été celui qui apportait la misère. C'était un terme qui revendiquait la domination et l'autorité de faire souffrir les autres. Alors qu'il se dirigeait vers le cockpit et commençait la procédure de prévol, Ezra laissa la colère de Cale l'envahir. Son visage était impassible. Ses mains parcouraient les commandes avec une efficacité expérimentée. Il s'abstint de défendre ou de justifier son comportement pleinement conscient que son copilote ne serait satisfait d'aucune justification rationnelle à ce moment précis. Sa voix resta stable et calme malgré la tempête qu'il avait déclenchée. Il parla jusqu'à ce que les moteurs du vaisseau commencent à ronronner et qu'ils aient doucement ascensionné du quai de chargement dans l'atmosphère mince et rouillée de Xios. Tu l'aurais brisé Cal s'il l'avait fait. Chaque partie d'elle-même, son âme, c'était trop pour moi à supporter de voir. Il les a dirigés vers le champ d'astéroïdes le plus proche où ils pouvaient se mettre à l'abri et se regrouper. Ils venaient de commettre la pire erreur professionnelle de leur vie avec ce petit incident lorsque le Stardust Drifter s'est éloigné de la Terre. Bianca a parcouru le périmètre de leur vie pendant des jours son exil auto-imposé dans la soute la suivant. Elle émergeait de son foyer ombragé seulement lorsqu'elle était sûre que personne d'autre n'était là pour prendre la nourriture et les boissons qu'Ezra avait laissées pour elle. Il évitait tout contact physique à tout prix et n'essayait jamais de la contraindre à faire quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas faire. Pour quelqu'un comme elle, la confiance était délicate et facilement brisée,
Elle ne pouvait être gagnée pas ordonnée, et il était prêt à attendre. Depuis son point de vue sur une caisse éloignée, il polissait son blaster ou faisait des diagnostics sur un équipement. D'une voix calme et posée, il l'informerait du vaisseau de Kale et de son plan pour l'emmener vers un port civilisé dans la ceinture médiane où elle pourrait suivre son propre chemin. Rien n'est dû, et il n'y a aucune condition. Il ne savait pas qu'elle tournait subtilement ses oreilles pour regarder dans sa direction une réponse qu'il n'attendait ni n'obtint. Je pouvais dire qu'elle écoutait par le léger angle auquel sa tête se penchait. Dans le petit vaisseau spatial, la tension croissante entre Ezra et Kale était comme un bourdonnement continu de désapprobation et d'inquiétude à faible volume. Le toujours pragmatique Kale avait fait les calculs une douzaine de fois, et à chaque fois, il était arrivé au même résultat désastreux. La situation était désastreuse pour eux. Des problèmes survenaient avec leurs principaux injecteurs d'hypercoulants. Ils avaient presque plus d'essence à disposition et pas d'argent sur leur compte bancaire. Chaque jour, il débattait avec Ezra son raisonnement indéfendable et sa colère grandissante. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de l'avoir à bord, Ezra. Avertissement de danger imminent. Notre moteur n'est pas parfait, donc chaque saut que nous faisons est un pari. Des composants de rechange sont nécessaires. Nous devons avoir de l'essence. Et le navire sur lequel nous sommes est la seule chose que nous pouvons offrir en échange. Vous avez trahi ma loyauté envers ce navire et envers vous en les mettant en danger pour un individu inconnu. Le vaisseau est passé en mode d'urgence et un obturateur a traversé les plaques du pont parce qu'un conduit de puissance cruciale a été submergé d'étincelles pendant une dispute particulièrement intense. Avec ses circuits grillés, le distributeur de nutrition a commencé à vomir une bouillie verte bouillante sur tout le sol de la cuisine, accompagnée d'une odeur horrible. Les tentatives frénétiques de Kale à plusieurs bras pour contrôler le désordre et le pouvoir Root simultanément rencontrèrent une volée instantanée de malédictions imaginatives de la part d'Ezra. Une danse désorganisée caractérisée par des pieds trébuchants et des bras agités. Un bruit de suffocation particulier émergea des profondeurs de la soute. C'était à peine audible, mais distinct, malgré sa petite taille. L'absurdité même de la situation arracha un ricanement à Bianca, laissant derrière elle un son rouillé et inusité. Au premier son, Ezra et Kale se retournèrent dès là pour l'affronter. Ezra aperçut enfin une lueur d'émotion dans ses yeux, autre que la peur ou la rébellion. En échange, il esquissa un faible sourire épuisé, une petite libération de tension à travers son acquiescement non-verbal. Quelques jours plus tard, leurs composants délicats et changeants étaient brisés. Ils étaient exposés après avoir dû effectuer des réparations d'urgence près d'une bouée de communication hors la loi, ce qui les avait obligés à sortir de l'hyperespace, une opération dangereuse. Alors que Kale redirigeait l'énergie des systèmes de support de vie vers les systèmes de propulsion, Ezra parcourait le réseau public à la recherche de travaux de récupération potentielle ou de contrats de transport. Leur visage était affiché partout sur le réseau de récompenses au lieu d'une offre d'emploi. Le Zorgon Vorlelag était amoureux. Il avait été humilié. Ezra s'est vu offrir une énorme prime et une récompense importante sans désintégration en échange de la saisie vivante de sa propriété félino-félonienne volée. Son pelage blanc et ses blessures fraîches étaient décrits de manière évocatrice et terriblement détaillée. Ce n'était pas seulement son retour que Vorlag désirait. La ramener dans son état actuel comme un trophée à saisir était son désir. Le choc de la connaissance était comme une explosion de plasma. Les freelances fuyant les dettes n'étaient plus la description exclusive d'eux. Dans la région la plus périlleuse de la galaxie, ils étaient des cibles avec une valeur V élevée. Aucun port ne pouvait être considéré comme complètement sûr et il n'y avait nulle part où se réfugier. Ezra ressentit un poids soudain et écrasant lorsqu'il apprit que les sentiments de Vorlag pour Bianca allaient bien au-delà d'un simple investissement perdu. Le poids de l'obligation qu'il avait hérité devenait encore plus écrasant. Il n'avait guère de choix,
alors que leur moteur toussait et crachait, les forçant à atterrir dans une station de ravitaillement sale et mal éclairée, taillée dans le cœur d'un énorme astéroïde. Le seul moyen pour eux de mettre la main sur les pièces nécessaires pour fabriquer un remède pour les injecteurs était de traverser cette horrible ruche de scélérats et de saleté. Ezra montait la garde à l'écluse, sa main ne quittant jamais le blaster qu'il avait dégainé de son côté, tandis que Cale parlait avec un vendeur à la face graisseuse, échangeant leur dernier scanner médical fonctionnel contre quelques composants de mauvaise qualité. Il n'y avait aucun avertissement préalable de l'attaque. Une attaque surprise orchestrée dissimulée dans l'obscurité du port de débarquement. Attaque surprise orchestrée dissimulée dans l'obscurité du port d'amarrage. 2 chasseurs de primes, l'un armé jusqu'aux dents, ouvrirent le feu piégeant Carl derrière une pile de cellules de carburant. Ezra se précipita à couvert et riposta s'appuyant sur ses compétences militaires, mais il était surpassé en nombre et en armement. Il fut brutalement combattu au corps à corps par un 3e chasseur qui l'avait encerclé. Avec une volonté farouche, Ezra se battait. Le chasseur cependant était plus grand et plus fort, et il frappa Ezra d'un coup si violent qu'il trébucha en arrière, la vue trouble. Un flou silencieux à fourrure blanche émergea de la rampe noire du Stardust Drifter, juste au moment où le chasseur levait son vibrolame pour une attaque fatale. Une vitesse et une fureur incroyables caractérisaient les mouvements de Bianca. Elle déchaîna ses griffes cachées dont Ezra n'avait aucune idée et les enfonça dans le chasseur de primes avec toute la force d'un train de marchandises. Elle lui a épargné la vie, mais elle l'a laissé dans une douleur atroce après lui avoir infligé une série de coups ciblés sur ses articulations et sa main armée. En un instant, l'élan de la bataille changea. Ezra pouvait maintenant couvrir Cale de feux de couverture, car le danger immédiat pour lui avait été écarté. Les 2 autres chasseurs étaient engagés par Bianca, qui était une tornade de colère maîtrisée. Ses mouvements exhibaient la précision létale d'un combattant aguerri plutôt que les contorsions frénétiques d'un animal encerclé. Les autres chasseurs furent contraints de fuir dans la terreur alors que les 3 d'entre eux repoussaient l'embuscade. Au milieu d'un barrage de tirs de laser de représailles, ils se précipitèrent à bord du vaisseau, les composants de rechange résonnant sur le pont, et ils s'échappèrent de la station. Il régnait une étrange immobilité dans le cockpit alors que le Stardust Drifter replongeait dans l'hyperespace, sa coque désormais marquée. Le capitaine, son copilote en colère et leurs passagers effrayés s'étaient transformés en quelque chose de totalement différent. Ensemble, ils étaient des fugitifs façonnés par les feux de la bataille. Alors qu'une pluie d'étoiles se retirait du passage hyperspatial, le Stardust Drifter restait suspendu dans le vide immobile et désert d'un système encore inexploré. Le chaos violent de la station-service semblait un lointain souvenir. Dans le cockpit, il régnait une étrange tranquillité qui avait auparavant été causée par l'anxiété ou la terreur. Maintenant, elle résultait d'une stupéfaction mutuelle et d'une compréhension émergente sans mots. Le tir intense des blasters et la lutte acharnée pour la survie avaient définitivement changé la dynamique entre eux 3. Cela faisait depuis Xios que Cale avait cessé de se lamenter sur leur pauvreté et sur leur descente aux enfers. Au lieu de cela, il calculait des itinéraires compliqués à travers les parties les plus déroutantes de la bordure extérieure, ses 4 mains volant sur le panneau de contrôle. Mettant de côté les raisons de leur dilemme, son intellect pratique est désormais entièrement concentré sur la question de la survie de son groupe. Regardant les cartes stellaires clignoter, Ezra, dont l'épaule le faisait souffrir d'avoir été écrasé contre une cloison par le chasseur de primes, parcourait ses pensées, revivant la vitesse incroyable et la précision mortelle de Bianca. La dame qu'il avait achetée pour la protéger des abus était, comme il s'est avéré, encore plus terrifiante que ses ravisseurs. Après leur retour, Bianca, qui s'était cachée dans la soute, n'était plus une apparition. Elle sortit de sa cachette non pas effrayée, mais avec une détermination tranquille, lorsque Cal dit que leur système ne fonctionnerait pas avec les injecteurs d'hypercoulants réutilisés, à moins qu'ils ne changent radicalement les connexions électriques.
Après avoir observé les efforts de Jari avec le câblage délicat pendant un moment, elle dirigea enfin un doigt fin et cicatrisé vers un conduit de plasma supplémentaire. Le régulateur principal était quelqu'un que vous essayez d'éviter, avertit-elle sa voix légère mais évidente. C'était sa première déclaration non sollicitée à l'un d'eux. En conséquence, Carl et Ezra tombèrent dans un silence surpris lorsqu'elle dit « Vous devez plutôt créer un circuit parallèle tirant un minimum d'énergie des contrôles environnementaux. Cela stabilisera le flux d'énergie. » Tandis que Cale hocha prudemment la tête, Bianca s'engouffra dans le dédale de câbles, ses doigts agiles, naviguant sans effort à travers l'appareil complexe. Un signal vert continu et sain est apparu sur le tableau de diagnostic du moteur en moins d'une heure. Elle n'était plus un obstacle éthique ou pratique depuis qu'elle était là. Pour leur survie, elle était un rouage essentiel. Face à l'anarchie du bord extérieur, leurs vies se sont transformées en une danse migratoire de désespoir. La course est lancée alors que vous sautez frénétiquement d'un endroit périlleux à un autre, esquivant les vapeurs de nébuleuses trompeuses pour les capteurs et les champs d'astéroïdes périlleux et inexplorés que seuls les plus courageux oseraient traverser. Ils étaient en état d'alerte maximale, car chaque vaisseau détecté par leur capteur pouvait être un adversaire ou un piège selon la prime sur leur tête diffusée sur toutes les chaînes disponibles. Ils se sont fusionnés en une entité solide, leur capacité unique se rejoignant pour générer une faiblesse écrasante. En se mettant à leur place, Ezra a pu anticiper leur lieu de guet-apens et élaborer des stratégies d'évasion audacieuses et ingénieuses, tout comme leurs poursuivants. Avec sa nouvelle détermination à échapper aux chasseurs de primes et sa vaste connaissance des cartes stellaires et des canaux hyperspatiaux, Cale devint un pilote presque surnaturellement habile, guidant le vaisseau réparé à travers des manœuvres qui auraient dû le détruire. De plus, Bianca servait de système d'alerte précoce grâce à ses sens aigus. Son ouïe fine lui permettait de détecter les faibles empreintes des moteurs des vaisseaux spatiaux lointains bien avant que les capteurs du vaisseau ne les détectent. Dans l'obscurité totale de l'espace, ses yeux perceptifs captèrent le scintillement distinctif d'un drone de suivi dissimulé. Ils ont failli se faire attraper plusieurs fois. Une rencontre étrange avec 2 mercenaires de Trandashia dans les anneaux du géant gazeux et une course-poursuite haletante avec un vaisseau de sécurité d'entreprise dans la région de Kessel. Leur amitié établie lors de la fusillade à la station de ravitaillement se renforçait à chaque situation qui les obligeait à compter l'un sur l'autre de manière plus totale. Ils avaient cessé leur course. La seule façon de riposter était de survivre et de rester libres. Une étoile déclinante projetait une ombre sur eux, leur offrant un refuge improvisé. Un endroit solitaire et isolé où même le chasseur de primes le plus tenace n'oserait s'aventurer. Le vaisseau était illuminé par une douce radiance mélancolique provenant de la faible lumière rouge des étoiles. Et puis après des semaines à vivre avec la tension perpétuelle de la connaissance, cela a commencé à s'estomper. Après une longue journée de travail, Cale décida de s'hiberner en mode basse consommation, laissant Bianca et Ezra profiter de la paix et du calme à bord du vaisseau. Alors qu'Ezra était dans le cockpit, il vit qu'elle regardait par le hublot principal les nuages de poussière cosmique tourbillonner. Elle avait une longue et superficielle entaille sur le bras à cause de leur dernière évasion. Alors il a discrètement commencé à la nettoyer et à la bander en utilisant une trousse de premier secours qu'il avait apportée. Un geste de soin aimable et modeste dépourvu d'anticipation ou de danger sembla percer sa dernière ligne de défense. À ce moment-là, il a révélé l'opération qui avait mis fin à sa carrière militaire, l'embuscade dans le système Cygnus où toute son escouade avait été tuée, et le regret écrasant qu'il avait ressenti de ne pas avoir réussi à se remettre de cette défaite. Il raconta comment ses sentiments de culpabilité l'avaient poussé à la périphérie de la galaxie, où il croyait ne mériter rien de plus que de flotter sans but. Avec sa confession flottant dans l'air, Bianca rompit le silence et révéla son propre passé à la lumière cramoisie déclinante de l'étoile mourante. Sa mère la berçait la nuit,
et lui racontait des histoires d'une terre verdoyante, mais elle n'avait que des souvenirs flous d'un royaume brisé et d'une bataille perdue. Des liens héréditaires avec cette immense force, une relique légendaire connue sous le nom de Starfang et une obligation qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Elle les avait longtemps considérés comme des contes pour enfants, mais maintenant elle avouait que l'esclavagiste Zorgon Vorlag l'avait interrogé sans relâche à leur sujet. Un avertissement de proximité mit fin à leur petit repos. Un petit vaisseau de reconnaissance au look usé, visiblement en difficulté, était descendu de l'hyperespace à proximité, probablement à la recherche de la même couverture qu'eux. Bien que l'instinct d'Ezra lui disait que c'était un piège, un examen rapide montrait qu'il s'agissait en fait d'un pilote solitaire, un chasseur de primes, dont le nom appartenait au rang inférieur de la liste de la guilde. Ezra reconnut une opportunité et décida de ne pas fuir. Ils sont montés à bord du vaisseau, ont abattu ses moteurs avec précision et ont rapidement capturé le pilote reptilien effrayé. La première série d'interrogatoires d'Ezra était dure sans filtre et complètement infructueuse. Craignant pour sa vie, le chasseur ne prononça aucun mot. Là où il avait échoué, Bianca a su se montrer à la hauteur. Elle interdit à Ezra d'entrer dans la pièce et s'assit avec le prisonnier s'identifiant à lui, non pas en tant que captor, mais en tant que compagnon fugitif. Sa voix, à peine audible, alors qu'elle décrivait la terreur d'être une personne traquée, d'avoir son identité rendue publique à travers la galaxie et de vivre dans une peur constante d'être reprise. Plus intimidante que tout danger physique était son empathie subtile et sincère. Le chasseur de primes craqua en réalisant que la créature qu'il traquait était en réalité un miroir de sa propre vie précaire. Il a tout révélé, prouvant ainsi aux autres que les guildes de chasseurs de primes savaient tout de la célèbre obsession de Vorlag pour elle. Selon lui, il y avait des rumeurs selon lesquelles Vorlag pensait que Bianca était l'unique héritière du trône Fellini et la seule capable de l'aider à trouver l'éclat d'étoile de Felonus, une relique magique censée posséder un pouvoir immense. Avant tout, il leur a fourni une adresse précise. Une lune vide dans le système de Tarderus où un temple félinien en ruine était censé détenir des informations sur l'emplacement des artefacts. Ils ressentirent toute la puissance de cette nouvelle connaissance. Tout à coup, l'ampleur du problème a pris des dimensions interstellaires. La pression était si grande qu'il semblait que le bouclier gravitationnel du vaisseau avait été multiplié par 3. Cale était celui qui l'a accidentellement brisé. Alors qu'il essayait d'ajuster les capteurs longue portée avec les composants de remplacement, il les a accidentellement connectés au synthétiseur alimentaire de la cuisine. De nulle part, tout le vaisseau fut envahi par l'odeur très sucrée et âcre de pain grillé brûlé et de fraises artificielles. La puanteur était si ridicule qu'elle pénétrait leurs extérieurs durs complètement en contradiction avec leur réalité sombre. Un son d'exaspération échappa aux lèvres de Cale. Le vaisseau résonna du rire sincère de Bianca qui perça l'air comme une cascade après le reniflement d'Ezra. Tous les trois riaient bientôt un son brut et cathartique qui les laissait sans souffle et chargés alors qu'ils partageaient un moment d'absurdité qui servait de soupape de décharge. Après cet incident humoristique, Ezra se sentit motivé à préparer un vrai dîner avec leurs ingrédients improvisés. Une sauce étrange et visqueuse et des cubes de protéines réhydratées formaient un mélange presque immangeable. Il n'avait jamais vu les yeux malicieux de Bianca auparavant, alors qu'elle lançait joyeusement une portion de la nourriture répréhensible sur lui, la déclarant un crime contre les arts culinaires. Une bataille alimentaire générale a éclaté après ce qui avait commencé comme un simple coup. Bien que laissant la cuisine en ruine, l'événement a solidifié leurs liens en tant que famille étrange et improbable et a mis fin à leur épreuve harassante en tant que fugitifs. Ils se dirigèrent vers le système de Tarderus, selon les instructions des chasseurs de primes. En orbite autour d'une étoile déclinante et sans lumière, se trouvait la Lune, un disque désolé et cratérisé de roches grises. Tout comme l'avait dit le chasseur, le temple en ruine, se tenait là un tas de pierres monolithiques en décomposition ornées de symboles usés mais magnifiques qui semblaient absorber la pâle lumière des étoiles.
En débarquant du vaisseau spatial et en posant le pied sur la surface de la Lune, Bianca ressentit une énergie inconnue, une sensation de retour chez elle, dans un endroit où elle n'était jamais allée auparavant. Comme sous le charme, elle errait autour des ruines, ses doigts suivant délicatement les lignes des anciennes sculptures, ses pensées consumées par les contes racontés par sa mère. Un immense autel de pierre simple était placé au cœur du temple. Elle posa sa main à plat contre sa surface glaciale, poussée par une impulsion qu'elle ne pouvait comprendre. La minute où sa chair toucha la surface, une douce lumière bleue jaillit des symboles autour du temple. Une carte stellaire holographique tridimensionnelle apparut au-dessus de l'autel, tandis que l'air dans la pièce centrale scintillait. Un réseau très complexe d'étoiles et de voies spatiales. À la fin de la carte, un symbole lumineux, une dent entourant une étoile, représentait sa destination finale. Il était inapproprié d'utiliser la dent de Star comme une arme. Autour de la carte, la lumière se rassemble maintenant dans les glyphes qui autrefois la caractérisaient comme un ancien mécanisme de terraformation si puissant qu'il pourrait réveiller le noyau dormant d'une planète. Restaurer le monde d'origine des Féliniens l'exigeait. Une énorme ombre sinistre descendit sur l'entrée du temple, projetant une ombre sombre qui cachait la lumière pâle des étoiles lointaines, alors que l'énormité de cette connaissance les envahissait. Les vieilles pierres résonnaient d'un bourdonnement profond et puissant. D'un air sombre, Ezra leva les yeux. Au-dessus d'eux, dans le ciel, un gigantesque vaisseau Zorgon, avec des ports d'armes flamboyants, se balançait hautement armé. Ils étaient localisés par Vorlag. L'arrivée inattendue du vaisseau Zorgon n'a pas provoqué le choc paralysant qu'elle aurait dû. Plutôt, c'était une affirmation sombre d'une possibilité qu'Ezra n'avait osé ignorer. Ezra avait insisté pour l'installation de plusieurs petits capteurs de proximité discrets autour du périmètre du temple, et dès que le vaisseau spatial massif eut éteint la faible lumière des étoiles, une alerte perçante retentit à l'intérieur du temple. Ce bruit ne provenait pas du vaisseau de Vorlag. Attrapant le bras de Bianca, il l'éloigna du point focal de la pièce et l'entraîna dans les recoins sombres d'une colonnade délabrée, alors que la carte stellaire holographique au sommet de l'autel scintillait puis s'évanouissait. De la découverte à la bataille, ses pensées étaient déjà en mouvement. Il était paranoïaque à propos des activités militaires de Vorlag et espérait que les informations du chasseur de primes étaient une piste que Vorlag n'avait pas. Cependant, il réalisa que l'espoir était une mauvaise approche dans la ceinture extérieure. Lui et Cale avaient exploré tout le site des heures plus tôt, tandis que Bianca était en communication avec les vieilles pierres, traçant des lignes de tir, trouvant des points de choc naturels et configurant le système de communication du drifter pour répondre à la signature énergétique unique d'un vaisseau de Vorlag. De leur point de vue dans l'espace, Carl aurait reçu le signal simultanément, laissant Ezra avoir foi que son copilote exécuterait le plan frénétique et fou qu'ils avaient conçu spécifiquement pour cette urgence. Quelques minutes après que le faible bourdonnement du croiseur se soit intensifié, le sifflement des propulseurs annonça la descente des soldats qui voltigeaient férocement à travers le paysage lunaire dans leur forme blindée alors qu'ils descendaient du ventre du vaisseau. Au milieu des ruines labyrinthiques, une violente fusillade tactique éclata. Le silence sacré du vieux temple fut brisé par le fracas des tirs de blaster et les décharges d'énergie ricochetant comme une bouteille de vin. Bien que nombreux et bien équipés, les mercenaires de Vorlag se retrouvèrent à combattre sur un territoire inexploré contre un adversaire qui avait revendiqué la terre comme étant la sienne. S'appuyant sur ses années d'expérience, Ezra se transforma